Le ministre chargé du budget était hier lundi face à la Commission des affaires économiques et financières du Parlement pour l'adoption du budget 2015 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 5 000 milliards de francs CFA. 70 millions de dollars américains, soit plus de 35 milliards de francs CFA, c'est le montant du crédit que la Banque mondiale vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire. Ces fonds devraient permettre d'appuyer la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. L'école normale supérieure d'Abidjan ENS a 50 ans et 50 ans de formation des formateurs. Hier lundi, l'institution a lancé les festivités marquant ses 50 années d'existence. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Deuxième jour de la visite officielle qu'il effectue dans le Royaume d'Arabie Saoudite, le président de la République Alassane Ouattara a pris part hier lundi au Palais Royal de Riyad à un déjeuner officiel offert en son honneur par le roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud avant de s'entretenir avec le prince héritier, son Altesse royale, le prince Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Awa Touré. Au Palais Royal de Riyad, le président de la République Alassane Ouattara a été accueilli par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense. À la grande salle des réceptions des invités de marque, le chef de l'État a été salué par tous les membres de la famille royale, les membres du gouvernement, tous les hauts dignitaires du royaume, les responsables des grandes familles alliées du royaume et les parlementaires. Tous lui ont rendu les honneurs dus à son rang. Après ce somptueux accueil et au nom du roi Abdallah Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, un déjeuner a été offert en l'honneur du président de la République Alassane Ouattara par le prince héritier Salman Ben Abdelaziz Al Saoud avant l'entretien élargi aux délégations autour de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Coopération qui est appelée à se développer avec la signature prochaine de plusieurs accords de coopération. Au cours de leur tête-à-tête, le prince héritier et le chef de l'État se sont félicités de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie Saoudite. Le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, a salué la présence du président Alassane Ouattara dans son royaume. Il a souligné que la stabilité est la clé du développement et pour lui, la paix étant revenue en Côte d'Ivoire, la coopération entre les deux États est appelée à se diversifier et à se développer. Le président de la République Alassane Ouattara est lui revenu sur l'histoire des relations diplomatiques établies en 1993 lorsque lui-même était Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny. Celles-ci se sont concrétisées par l'ouverture d'une représentation de la Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite et celle de l'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a également appelé au développement de la coopération par un appui du gouvernement saoudien pour le financement de certains projets d'intérêt socio-économique, notamment l'Université de Bondoukou, le Centre hospitalier d'Abobo, le Centre international de conférences, la route Ferke-Kong-Bouna, le soutien à la lutte contre Ebola ainsi que l'achèvement de la mosquée du Plateau. Ici en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé 2 audiences à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dinesh Bhatia, et au directeur général Afrique francophone Othman Laroche. Au menu de ces 2 rencontres, les investissements en Côte d'Ivoire et l'aide humanitaire dans le domaine de la santé. Sidonie Davila. Dinesh Bhatia, ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, en tête-à-tête avec le Premier ministre pour discuter des opportunités d'affaires entre la Côte d'Ivoire et l'Inde qui se concrétisent par l'arrivée d'une forte délégation. Le Premier ministre a effectué une visite officielle à Delhi le mois dernier. Donc il a eu l'opportunité de rencontrer en tout cas de très grandes entreprises. Donc après sa visite officielle, il avait proposé déjà aux entreprises qu'il a rencontrées en Inde d'effectuer une visite en Côte d'Ivoire pour voir les opportunités d'affaires qu'il y a en Côte d'Ivoire.
Donc c'est pour répondre à l'invitation du Premier ministre que 13 entreprises indiennes ont décidé d'effectuer une visite en Côte d'Ivoire et 13 entreprises composées de 20 personnes. À la suite de l'ambassadeur de l'Inde, le directeur général Afrique francophone de Hoffmann-La Roche, une entreprise pharmaceutique suisse, a été également reçu par Daniel Cablon-Duncan. Les échanges entre Amara Bamba et le Premier ministre étaient axés sur la signature très prochaine de 2 protocoles d'accord. Ces protocoles vont permettre une meilleure prise en charge des patients souffrant de cancer du sein et ceux souffrant de l'hépatite virale. Nous sommes venus discuter avec le Premier ministre de certains détails pratiques, mais déjà avec le ministère de la Santé, Madame la ministre de la Santé et les équipes du Premier ministre, nous sommes déjà aux étapes suivantes qui concernent les investissements qui vont être faits en Côte d'Ivoire par le groupe Hoffmann-La Roche. Numéro 1 mondial dans les médicaments contre le cancer, le groupe est déjà présent dans plus de 20 pays africains. Le ministre chargé du budget était hier lundi face à la Commission des affaires économiques et financières du Parlement ivoirien pour l'adoption du budget 2015 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à plus de 5 000 milliards de francs CFA. L'enseigne Bakayoko, Noël Nyagno. Assemblée nationale, ce lundi 8 décembre 2014, il est plus de 22 heures. Les députés, membres de la Commission des affaires économiques et financières, adopte le budget 2015. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 5 014 milliards de francs CFA, une grande première. Par rapport à 2014, il connaît une hausse de 13% et traduit ainsi la volonté du gouvernement à relever les défis de la modernisation de la Côte d'Ivoire après ces années de crise et les embellis des années 2012, 2013 et 2014. Un accent important a été mis sur les dépenses d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, il est question de créer de la croissance. Et la croissance ne peut être créée qu'avec un investissement, mais un investissement productif. Le budget accorde environ le tiers à l'investissement. C'est un budget qui est ambitieux, qui vise à l'amélioration des conditions de vie des populations, conformément à la vision du chef de l'État. Et nous avons mis aussi un accent fort sur les dépenses pro-pauvres. Les dépenses pro-pauvres sont les dépenses qui visent à réduire la pauvreté. Nous avons en 2015 un peu plus de 1 700 milliards de francs CFA affectés aux dépenses pro-pauvres. Donc environ 12,8% de plus que ce que nous avions en 2014. Avant l'adoption de ce budget, les députés membres de la Commission, 27 sur 41, ont adopté la loi de règlement de l'exécution du budget 2013. Nous vous le disions dans nos titres, la Banque mondiale vient d'octroyer 70 millions de dollars américains, soit plus de 35 milliards de francs CFA de crédit à la Côte d'Ivoire. Ces fonds devraient permettre d'appuyer la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Jean-Luc Bango, Jean-Jacques Kwame, Allah. C'est un autre coup de fouet à la coopération entre le gouvernement et le groupe de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods vient en effet de renouveler son appui au renforcement de la gouvernance et de la transparence dans le secteur productif de l'économie à travers la signature du deuxième crédit d'appui à la stratégie de réduction de la pauvreté portant sur un montant de plus de 35 milliards de francs CFA. Cette opération d'appui budgétaire vient en soutien au programme de développement durable en Côte d'Ivoire. Les ressources au titre de cette opération serviront à renforcer les réformes dans les secteurs clés de l'économie, notamment l'amélioration de la gestion des finances publiques, la restructuration de la filière agricole, l'assainissement du secteur de l'énergie et l'environnement légal des affaires, ainsi que la création d'emplois et l'accès des populations les plus pauvres aux services sociaux de base. L'objectif principal est de réduire l'extrême pauvreté et de créer les conditions d'une prospérité durable et partagée. Le gouvernement prendra toutes les dispositions utiles pour une utilisation optimale de ces ressources. Mieux, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour assurer le suivi dans l'exécution des mesures qui ont abouti donc au décaissement de ce jour à travers une concertation participative avec les ministères et structures concernées. Tout en saluant la bonne tenue des relations entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale, la ministre chargée de l'économie, Kabanyale, a lancé un appel aux autres bailleurs de fonds afin que leurs appuis soient accentués en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020.
Troisième grand titre de cette édition, l'École normale supérieure d'Abidjan ENS fête ses 50 ans de formation des formateurs. Une mission pleinement remplie qui fait de l'ENS un centre de référence en matière d'éducation. Hier lundi, l'institution a lancé les festivités marquant ses 50 années d'existence. Serge Colliard. En 50 ans d'existence, l'ENS, l'École normale supérieure, n'a pas chômé. 27 447 cadres formés. Plus de 21 000 professeurs des lycées et collèges sont passés dans le moule de cet établissement, considéré comme un des fleurons du système éducatif ivoirien. Le directeur général Sidibé Vali, qui poursuit l'œuvre entamée par ses prédécesseurs, veut se donner les moyens de répondre aux défis actuels. Il y a déjà plus de 6 ans, il y a le e-learning à l'ENS ici. Nous voudrons maintenant développer ça à l'échelle nationale, créer des ENS virtuels. L'école normale supérieure, au goût des nouvelles technologies de l'information et de la communication, une nécessité soulignée par le ministre Bruno Nabagné-Koné, animateur de la conférence inaugurale. Pour la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté, ancienne de l'ENS, l'école normale supérieure est une institution fondamentale dans la construction de la République. Elle doit avoir des enseignants et formateurs attachés à la connaissance et à la recherche. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, un autre produit de l'ENS, a été honoré. Un pavillon de l'école porte désormais son nom. Une salle multimédia a été créée pour marquer l'ouverture sur le e-learning de l'établissement. Le cinquantenaire de l'ENS se poursuit avec un symposium international des écoles normales supérieures francophones qui se tient du 8 au 12 décembre prochain. Parlons maintenant des journées internationales de l'artisanat traditionnel. Elles se tiennent au musée des civilisations au plateau. Et c'est avec Siaka Kone et Serge Colliard. Le patrimoine immatériel et matériel de la Côte d'Ivoire mis en valeur à travers un rythme, danse et art traditionnel. Les Journées internationales de l'artisanat traditionnel d'Abidjan, JART 2014, démarrent dans une ambiance culturelle et festive. Pour le commissaire général, cet événement, à sa 3e édition cette année, s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les produits locaux de l'artisanat soient consommés et donc de rechercher des débouchés commerciaux. L'un des temps forts de cette cérémonie d'ouverture, la prestation du groupe Moyer d'Abobo qui a servi au public une version originale de l'hymne national au son du balafon. Jours durant, la culture sera à l'honneur dans les jardins du musée des civilisations de Côte d'Ivoire. 80 exposants venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali et du Niger vont faire montre de leur talent et de leur savoir-faire. Les habitants du quartier Les Versants des 2 plateaux dans la commune de Cocody sont désormais propriétaires des maisons qu'ils ont achetées depuis 17 ans. Leurs certificats de titre foncier leur ont été remis dimanche dernier. Guillaume Zéré, Serge Gangomer. Les membres de l'association des copropriétaires et résidents des 2 plateaux Les Versants étaient en fête ce dimanche. Motif, les certificats de titre foncier de leur maison viennent de leur être délivrés. Des maisons qu'ils ont achetées en 1996 et dont le titre foncier global était sous hypothèque. On a dû mener une bataille juridique qui nous a pris pratiquement 2 ans. Et c'est au bout de cette bataille juridique que nous avons obtenu une décision de la justice qui nous permet aujourd'hui d'établir nos titres fonciers. Ce sont 60 membres sur 300 qui ont reçu leur certificat des titres fonciers. Une étape qui constitue l'entame de la délivrance des certificats pour les résidents qui ont rempli les formalités. Les titres fonciers en question sont très importants. C'est le document qui atteste de la propriété. Donc, ça pourra servir éventuellement plus tard pour la transmission et même pour certains,
s'ils souhaitent vendre leurs biens, c'est ce document qui leur permettra de le vendre. Le conservateur de la propriété foncière, agent de l'État qui a signé les certificats, a exhorté les retardataires à se mettre en règle afin d'être eux aussi des propriétaires de leur maison. Et cette information, la mesure interdisant la circulation sur toute l'étendue du territoire national des véhicules aux vitres teintées aux plaques d'immatriculation non conformes est rentrée en vigueur depuis ce mardi matin. L'annonce a été faite hier par le directeur général de la police nationale, Brindou Umbia. Fin de l'atelier national de revue de la phase pilote du système d'observation et de suivi du travail des enfants. 120 participants issus de différentes entreprises du cacao et du chocolat ainsi que de plusieurs ministères ont pris part aux travaux. Kadès Godogo, RTI Boaké. Faire le point du système d'observation et de suivi du travail des enfants, SOSTECI, mis en place depuis 2011, tel était l'objectif de l'atelier de Yamoussoukro qui a réuni les acteurs clés de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Au terme des travaux, en dépit de la volonté politique au plus haut niveau de l'État, des insuffisances existent notamment en ce qui concerne les ressources financières et les infrastructures de prise en charge. Pour y remédier, il apparaît nécessaire de créer un programme national de lutte contre le travail des enfants. Le Bureau international du travail, BIT, partenaire technique et financier de la Côte d'Ivoire en la matière, soutient l'initiative. Je voudrais pour ma part, au nom du BIT, dire que notre organisation reste toujours engagée auprès de la Côte d'Ivoire pour apporter dans la mesure du possible notre appui à la mise en œuvre de ce système. L'État de Côte d'Ivoire va jouer sa partition pour lutter contre le travail des enfants. Dans ce que vous avez pu relever comme insuffisance, tout cela sera bien entendu intégré dans la chaîne des réflexions soutenues que nous devons avoir au-delà de cet atelier. Les participants à cet atelier repartent engagés à lutter davantage contre le travail des enfants. Éliminer le travail des enfants peut être une réalité en Côte d'Ivoire, du moment où la volonté politique y est déjà. La phase pilote du SOSTECI dans cet département a permis d'identifier 2877 enfants travailleurs. Des mesures sont prises pour les assister et les éloigner de leur dur corvée. Les populations de la localité de Tanda veulent développer leurs villes et villages. Ils ont décidé de faire tel différents et s'organiser pour y arriver. Léon Broukwame. Ils sont venus de tous les départements de la région du Gontougo au nord-est pour parler développement dans ce village de Lomo, situé à 20 km de Tanda. Leur repère, le ministre Kobenankwasi Adjoumani, président élu du conseil régional et président de l'ex-conseil général de Tanda. À son actif, la quasi-totalité des infrastructures de la région, en particulier celles de Lomo, école, centre de santé et promotion des cadres de ce village, en l'occurrence le docteur Afri Kwasi, son suppléant qu'il a promu député. C'est un grand tournant dans ma vie, puisque le ministre, même quand il m'a appelé, il dit viens, ta carrière politique commence. Il fallait faire quelque chose. Je me suis dit bon, mais je vais appeler les parents pour qu'on puisse rendre hommage au ministre Adjoumani. Pour Kobenankwasi Adjoumani, le développement passe par la paix et il en donne un exemple à travers sa réconciliation avec son adversaire politique aux élections législatives passées. C'est un moment fort. Je sors d'ici heureux et fier d'avoir pu rencontrer tous mes parents et de leur dire ce que je pense du développement et également de la réconciliation au niveau régional. Parrain de cette rencontre, le docteur Aka Awele, président du conseil régional du Sud Comoé, élevé à la dignité de chef traditionnel à Bron, il exhorte les populations à davantage d'initiatives, nul ne pouvant faire leur bonheur contre leur gré. La commune de Boaké bénéficie d'études pour l'achèvement d'un schéma directeur et de drainage. Ces études, menées par des cabinets ivoiriens et tunisiens, sont financées par la Banque mondiale. Elles vont coûter plus de 55 millions de francs CFA. Ouattara, Amadou et Kadès Godogo de RTI Boaké. Plus de 355 millions de francs CFA.
C'est la somme qui sera investie pour l'achèvement des études du schéma directeur et de drainage de la ville de Bouaké. Ces études réalisées par des cabinets tunisiens et ivoiriens sont financées par la Banque mondiale. Elles visent à mettre à la disposition du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme un document de planification fiable. Cela afin de faire des investissements fondés sur les besoins réels dans les domaines de l'assainissement et du drainage de la ville de Bouaké. À Bouaké, chaque concession fait des trous et ils évacuent les eaux usées là-dedans, mais il faut dire que ce n'est pas hygiénique en fait. Donc nous, dans cette étude que nous menons, c'est de concevoir un réseau d'assainissement qui va collecter toutes ces eaux et les amener vers un point qu'on appelle une station de traitement avant de rejeter dans la nature. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire. Précis, les populations placent beaucoup d'espoir en ce programme d'urbanisation qui vient pour améliorer le cadre de vie. Elles s'invitent à une contribution citoyenne. Et si on laisse l'eau du WC, des douches, déverser dans les caniveaux, ce n'est pas bon pour eux-mêmes qui ont fait ça, mais ce n'est pas bon aussi pour la population du quartier. Et ma population me ferait bien d'expliquer en long et à large qu'est-ce qui va se passer de nouveau à Bouaké. C'est le centre culturel Jacques Kaka qui a été choisi pour le lancement officiel de l'achèvement du schéma directeur et de drainage de la ville de Bouaké par le PRICI. Le conseil régional de la Marawi fait le bilan de ses activités. Bilan jugé positif dans plusieurs secteurs d'activité, nous dit Thérèse Tapeyoboué. Équipement, réhabilitation de nombreux établissements scolaires, construction de salles de classe dans plusieurs villages sont entre autres les réalisations sur le terrain du conseil régional de Boisflé. Outre ces actions, il faut souligner la construction d'un pavillon d'hospitalisation au CHR de Boisflé pour la prise en charge des malades du diabète et de l'hypertension artérielle. Afin de permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable, de nombreuses pompes hydrauliques villageoises ont été réparées avec à la clé la construction d'un château d'eau dans le village de Dabouzra. Le conseil régional a également réhabilité le stade municipal de Boisflé qui présente désormais fière allure avec sa nouvelle pelouse et sa tribune entièrement rénovée. Fort de toutes ces réalisations, le conseil régional de la Marawi a organisé sa 3e session de l'année 2014 au centre culturel Henri Konan Bédié. Au cours de cette rencontre, le projet du budget 2015 a été adopté. Il se lève à 2,211 847 000. Le président du conseil régional, Richemont Abikofi, a demandé aux conseillers de s'engager pour le développement vrai et équilibré de la région dans un environnement de paix et de réconciliation. Il y a pénurie de sang dans les hôpitaux d'Abidjan et cela provoque la mort de plusieurs patients. Nos reporters se sont rendus au Centre national de transfusion sanguine pour comprendre les raisons de cette pénurie de sang. Matière non fabricable. Le sang est une substance précieuse et vitale. En vue d'une meilleure organisation de sa collecte et de sa vente, 25 structures d'antennes de transfusion sont réparties sur l'ensemble du territoire. Mais constat, ces structures font face à une pénurie. Ça me fait 4 jours que je cherche du sang, je n'en gagne pas. Et vous voyez, vous faites le rang à 4 h du matin, jusqu'au soir, on ne vous donne rien. Si tout le monde se motivait pour faire un don de sang, ça ne pouvait pas arriver comme ça. En fait, ce n'est pas tout à fait normal parce que, en fait, pour donner du sang, c'est pour sauver une vie. Le sang manque dans les structures de transfusion, selon le directeur du Centre national de transfusion sanguine. Les donneurs se font de plus en plus rares. La pénurie n'est pas sur toute l'année. Vous avez des périodes, surtout la période des vacances. À près de 60%, ce sont les élèves étudiants qui sont nos donneurs de sang, près de 60%. Donc vous voyez qu'en période de vacances, il y a des difficultés. Quand il pleut pour nous, ce n'est pas bon pour un centre de transfusion parce que le donneur ne viendra pas. Quand il y a trop de jours fériés, ce n'est pas bon pour un centre de transfusion parce que le jour férié, le donneur ne vient pas, mais le malade il vient chercher le sang. Pour sauver des vies, un appel est lancé aux donneurs potentiels. Et je tiens à dire à la population que le ministère de la Santé seul ne pourra pas faire l'autosuffisance en Côte d'Ivoire, ni le directeur du centre de transfusion, mais c'est ensemble, c'est toute la population, les habitants de ce pays, ivoiriens, non ivoiriens, chacun peut donner du sang. La Côte d'Ivoire dispose de 3 centres de transfusion sanguine, 17 antennes de transfusion et 5 sites de prélèvement.
Ce sont 140 000 prélèvements qui sont enregistrés par an. Les structures d'antenne de transfusion sanguine affichent un objectif, atteindre le chiffre de 200 000 prélèvements annuels afin de prendre leur indépendance et être capable de satisfaire la forte demande en sang. Il vient de se tenir à Grand Bassam un séminaire sur la réforme du contenu des émissions de sport sur les différentes chaînes de la RTI. De nouvelles émissions et un programme plus alléchant vont enrichir la grille des programmes de service des sports de la RTI. Aude Alégbé. 3 communications en plénière couronnées de 3 ateliers ont permis aux séminaristes de valider de nouvelles émissions et des programmes plus alléchants pour RTI Sport, Nouvelle Vision et Nouvelle Version. L'urgence était telle que une nécessité de repenser aux offres éditoriales et au mode d'acquisition des programmes s'avérait importante. Facteur de cohésion et de joie commune, le sport fait office d'énormes investissements et de bénéfices pour les chaînes de télévision. Pour ce faire, Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, compte rehausser ce service si les programmes et leur contenu répertorient un public prêt à suivre les différentes émissions. La direction générale prendra des choix. Où est-ce qu'on investit l'argent de la RTI? Est-ce qu'on investit dans le sport? Est-ce qu'on investit dans l'information? Est-ce qu'on investit dans le divertissement? Est-ce qu'on investit dans la fiction? Parce que face à la concurrence, la direction générale mettra de l'argent et des moyens sur les secteurs qui sont capables de produire du contenu de qualité et ou de rentabilité. Nous avons effectivement une mission de service public, donc on ne sera pas dans une logique à 100% de rentabilité, mais clairement, on sera dans une logique de concurrence exacerbée entre ces différentes pistes pour pouvoir remonter l'audience de la RTI. Outre les journalistes et les consultants sportifs, les directeurs du service commercial et marketing, des programmes, du service juridique, des systèmes d'information, de la production ont apporté leur pierre à l'édifice. Le sport Nouvelle Version, c'est pour très bientôt avec des émissions croustillantes riches en informations. Au Mali, le général rwandais Jean Bosco Kazura, commandant en chef des troupes onusiennes, quitte ses fonctions. Il avait été nommé à ce poste en juin 2013. Il achève donc sa mission à Bamako après avoir passé 18 mois à la tête des forces de l'ONU au Mali qui compte 8000 casques bleus. Et puis cette information qui vient de nous parvenir, le dernier otage français détenu dans le monde, il était au Sahel, il s'agit de Serge Lazarevic, il vient d'être libéré et il est en bonne santé. Le Cap Vert est dans l'incertitude à l'éruption du volcan Pico de Fogo qui s'est déclenché le 23 novembre dernier et s'intensifie depuis quelques jours. Autorités humanitaires sont donc très vigilants. L'aide internationale s'organise. L'Angola a promis d'envoyer des moyens aériens. Une frégate portugaise est sur place avec des équipements de protection, de logistique et des agents de santé. Grace Mugabe, l'épouse du président zimbabwéen Robert Mugabe, va lui succéder certainement à la tête du pays du Zimbabwe en 2018. Regardez. Voici la femme la plus influente du Zimbabwe. Grace, épouse de Robert, âgée de 50 ans. Elle a été élue samedi à la tête de la toute-puissante Ligue des femmes du parti au pouvoir, la ZANU-PF, au dernier jour d'un congrès clé pour la succession du vieux chef de l'État. Je veux vous assurer, camarades présidents et délégués de ce congrès, que je serai sûrement, véritablement, honnêtement et sans équivoque au premier rang avec la Ligue des femmes. À la tête de la Ligue des femmes, Grace Mugabe entre au bureau politique de la ZANU-PF en pole position pour succéder à son époux à la tête du pays. Une perspective dynastique qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs semaines. Mais pour l'instant, Robert Mugabe, au pouvoir depuis 34 ans, ne cède rien de ses prérogatives. À 90 ans, il a été reconduit à la direction du parti. Je vous remercie. Je vous remercie du plus profond de moi-même. Merci d'avoir voté pour moi une nouvelle fois pour vous diriger. Réélu
à la tête du parti, Robert Mugabe est automatiquement son candidat pour la présidentielle de 2018. Il aura 94 ans. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI 1.